On s'est tous déjà demandé comment une seule voix ou un tout petit groupe arrive parfois à faire basculer l'opinion de tout le monde. Ça paraît complètement fou, et pourtant c'est au cœur de la théorie fascinante de Serge Moscovici. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment des minorités actives peuvent littéralement changer le monde. C'est la grande question, non? Depuis toujours, on nous apprend que pour s'intégrer, il faut suivre le mouvement, rentrer dans le moule. Alors comment ça se fait que l'histoire soit remplie d'exemples de changements énormes, initiés par une poignée de personnes? C'est quoi cette force qui permet de briser le consensus? C'est ce mystère qu'on va décortiquer. Et voilà le paradoxe qui a turlupiné les psychologues pendant des années. D'un côté, la société est une sorte de machine à conformité, elle nous pousse tous dans la même direction. Et de l'autre, on voit bien que des idées nouvelles, des modes, des révolutions, ça arrive tout le temps. Ces deux forces ont l'air de s'opposer. Alors comment le changement fait-il pour percer? Pour vraiment saisir à quel point la pensée de Moscovici est révolutionnaire, il faut d'abord jeter un œil à ce qui se disait avant. Pendant très longtemps, la psychologie sociale a une vision assez rigide de l'influence. On peut l'appeler la machine à conformité. Dans cette vision classique, la société est un système qui cherche avant tout à rester stable. L'influence, c'est l'outil de la majorité pour garder le contrôle. La minorité dans tout ça, elle est vue comme une anomalie, un grain de sable dans l'engrenage qu'il faut vite remettre à sa place. Le but du jeu, c'était simple, que tout le monde pense pareil. L'uniformité. Et qu'est-ce qui faisait tourner cette machine? La dépendance. L'idée, c'est qu'on est tous un peu angoissés par l'incertitude et qu'on a besoin du groupe pour nous rassurer, pour nous dire ce qui est bien, ce qui est vrai. Du coup, on se conforme. On se conforme pour être accepté et pour se sentir en sécurité. Bref, l'influence, c'était vu comme une sorte de soumission. Et c'est là que Moscovici entre en scène. Il regarde ce modèle bien huilé et il dit « Attendez une seconde, il manque une pièce maîtresse au puzzle. » Et il va proposer une vision complètement différente, où l'influence n'est plus seulement une affaire de contrôle, mais aussi et surtout une affaire de changement. Ce tableau, il résume tout. C'est un véritable basculement. D'un côté, l'ancien modèle. La réalité est ce qu'elle est et il faut s'y adapter. L'influence va du haut vers le bas. Point. De l'autre côté, avec Moscovici, la réalité se négocie en permanence. L'influence devient une interaction, un conflit. Et tout d'un coup, la minorité n'est plus juste un récepteur passif. Non, elle devient un acteur, un moteur potentiel de changement. Cette phrase de Moscovici, elle est absolument clé. Être déviant, ça ne veut pas dire qu'on a tort. Ça veut juste dire qu'on propose une autre norme, ici et maintenant. Ce qui est considéré comme bizarre aujourd'hui peut tout à fait devenir la norme demain. Il suffit de penser aux suffragettes ou aux premiers militants écologistes. D'accord. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Si une minorité n'a pas le nombre, pas le pouvoir, pas le statut, avec quoi elle se bat? Moscovici va identifier son arme secrète. Et c'est une chose que n'importe quel groupe, aussi petit soit-il, peut développer. Son style de comportement. C'est la question à 1 million. Quel est cet outil si puissant qu'il peut faire oublier qu'on est seul contre tous? La réponse de Moscovici est d'une simplicité désarmante, et en même temps, elle est géniale. Et là voilà cette arme secrète. Ce n'est pas tant le contenu de ce qu'on dit qui compte le plus, mais la manière dont on le dit, le style de comportement. C'est une idée vraiment, vraiment forte. L'influence ne vient pas de ce que l'on a, mais de ce que l'on fait. Et le style le plus redoutable, c'est la consistance. Être consistant, ça veut dire quoi? Ça veut dire répéter le même message, encore et encore, garder la même ligne quoi qu'il arrive. Attention, ce n'est pas juste être têtu, c'est projeter une image de certitude, une confiance absolue dans sa propre vision des choses. Alors comment ça opère en pratique, cette consistance? C'est un processus en 3 temps, un peu comme un effet domino. Premièrement, en tenant bon, la minorité crée un conflit. Elle casse le confort du consensus et oblige tout le monde à la remarquer. Deuxièmement, cette fermeté, elle signale une certitude. La majorité se met à penser « s'ils sont 6 sur 2, c'est peut-être qu'il y a quelque chose ». Et troisièmement, ça force la discussion. On ne peut plus ignorer cette voix discordante. On est obligé de la prendre en compte, d'y penser. Et là, le doute est semé. On arrive maintenant à la partie la plus subtile et peut-être la plus fascinante de la théorie. Parce que selon Moscovici, l'influence de la majorité et celle de la minorité, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, la même chose. Le type de changement produit est radicalement différent. Voilà la différence cruciale. Face à une majorité, qu'est-ce qu'on fait? En général, on se soumet publiquement. On dit oui, oui, d'accord, pour ne pas faire de vagues. Mais au fond de nous, rien n'a bougé. C'est de la soumission. En revanche, face à une minorité consistante, c'est l'inverse qui se produit. On va peut-être lui résister en public pour ne pas avoir l'air de céder, mais en privé, son message nous travaille. Il nous fait réfléchir et il peut provoquer un vrai changement de conviction. Ça, c'est la conversion. Et ça, ce n'est pas juste une belle théorie. Moscovici l'a démontré avec une expérience devenue légendaire. L'expérience des diapositives bleu-vert.
Imaginez un peu la scène. On montre à un groupe de personnes des diapos qui sont clairement bleues. Sauf que dans ce groupe, il y a 2 complices, la minorité, qui affirme avec un aplomb total qu'elles sont vertes. Qu'est-ce qui se passe? En public, la plupart des gens continuent à dire bleu. Évidemment. Mais, et c'est là que c'est génial, quand on les teste ensuite seuls, leur perception des couleurs a changé. Ils se mettent à voir du vert là où ils n'en voyaient pas avant. L'influence a travaillé en secret. Voilà la conclusion spectaculaire de cette expérience. L'influence de la majorité, elle est visible, elle est de surface. Mais celle de la minorité, elle est souterraine, presque invisible. Elle ne force pas l'obéissance, elle change les esprits, parfois même sans qu'on s'en rende compte. Alors, au final, c'est quoi la grande leçon? C'est que le changement, le vrai, il ne vient que très rarement du centre, du pouvoir en place. L'innovation, les avancées sociales, les nouvelles idées, tout ça, ça germe dans les marges. C'est porté par des petits groupes déterminés qui osent, avec consistance, dire « et si on voyait les choses complètement différemment ?» Cette théorie, en fait, elle nous donne une nouvelle paire de lunettes pour regarder le monde qui nous entoure. Alors, regardons bien. Qui sont les minorités actives d'aujourd'hui? Les militants pour le climat? Les entrepreneurs avec des visions radicales? Les artistes qui bousculent les codes? Qui, par sa simple consistance, est en train de dessiner le monde de demain? La question reste ouverte.